Coucou tout le monde, c'est Raphaël, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais faire le dernier update lecture. J'ai quand même pas mal lu depuis le dernier. Déjà le dernier, je sais qu'il y avait 2-3 lectures que j'avais pas inclus dedans parce que sinon ça allait faire une vidéo beaucoup trop longue. J'ai ma petite pile à côté de moi, je vais commencer de suite pour pas que ça dure 30 ans. C'est pas du tout l'ordre dans lequel je les ai lus. Je vais remettre la vidéo en barre d'infos, mais je m'étais fait ma palle automnale et d'Halloween du coup au début du mois d'octobre, et là tous les bouquins en fait dont je vais vous parler ils sont dedans. Non, il y en a un qui n'y est pas parce que j'avais oublié de l'y mettre. Quand je l'ai vu je me suis dit mais celui-là dis donc il rentre dans le thème, j'ai envie de le lire maintenant, donc c'est ce que j'ai fait. Mais sinon tous les autres font partie du coup de ma palle automnale. Il y en a certains je les ai vraiment lus, alors ça je vais en parler au fur et à mesure que j'aurais lu vraiment pour Halloween, juste avant Halloween ou au mois de novembre. J'ai lu du coup le deuxième tome de l'Épouvanteur, donc là il s'agit de La Malédiction de l'Épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. On va suivre ici les histoires de Tom, qui est un jeune apprenti épouvanteur parce qu'il est issu du coup d'une famille, c'est le 7e fils d'un 7e fils, donc ça voilà c'est toute l'histoire du premier tome. Cette histoire fantasy, on va suivre du coup les histoires de l'épouvanteur. Dans chaque comté il y a un épouvanteur qui est là pour contrer les présences, les esprits, les créatures de l'enfer, les mauvaises, voilà, les mauvais trucs on va dire, on va plutôt dire ça comme ça. Et du coup là on continue de suivre les histoires de Tom. Et j'ai autant aimé que le premier en fait. J'ai beaucoup plus apprécié ce second tome que le premier parce qu'il y a beaucoup plus d'histoire, il y a beaucoup plus de... C'est plus sombre aussi, c'est beaucoup plus sombre que le premier. Bon le premier en même temps c'était un petit peu les présentations, c'est le premier tome d'une saga qui est hyper longue, donc voilà il fallait aussi poser les bases. Mais du coup dans ce second tome on en apprend un peu plus du coup sur la famille de l'épouvanteur, donc son maître en fait. On va découvrir un petit peu plus au niveau de la famille de Tom, donc notamment au niveau de sa mère, et j'ai beaucoup apprécié en fait ce bouquin parce que il est plus noir, enfin il est plus noir, plus sombre que le précédent. J'ai hésité à enchaîner avec le troisième puisque je l'ai aussi dans ma palle, mais je me suis dit non, j'ai quand même d'autres bouquins à lire, et puis j'étais en train d'en lire un autre que j'ai terminé et je vais en parler juste après, je voulais absolument le finir. Donc le tome 3 ça sera sûrement pour l'automne prochain. Celui-là je me l'étais acheté l'année dernière pour le lire à Halloween, je l'avais pas fait. Cette année du coup j'avais dit que je lirais Une heure de lecture flippante, donc aux éditions Librio, donc c'est plein de petites, enfin il y a 4 nouvelles je crois, oui. Il y a 4 petites nouvelles à l'intérieur et je m'étais dit cette année je le fais. Bon au final je l'ai commencé je crois 2 jours avant Halloween, j'ai lu la première nouvelle et puis les 3 autres en fait je les ai lues la semaine dernière. Et franchement je m'attendais à flipper, je m'attendais vraiment à flipper et en fait non pas du tout. Il y a Le Chat Noir de Edgar Allan Poe, il y a Crime et Châtiment de Fyodor Dostoïevski, la troisième fois je vais y arriver. Il y a L'Inondation de Émile Zola et Sur l'eau de Guy de Maupassant. Alors j'ai beaucoup aimé L'Inondation de Zola et c'est tout en fait. Les 3 autres je me suis pas du tout plongée dedans. Après L'Inondation c'était peut-être le plus long aussi. J'ai pas eu peur, j'ai même pas été en plus dans une ambiance lugubre on va dire, ou un truc vraiment frisson, horreur. J'étais un peu déçue, après voilà je l'ai lu, je suis contente de l'avoir lu. J'ai lu Journal de vampire en pyjama de Mathias Malzieu aux éditions Albin Michel. Alors quand j'avais fait ma vidéo sur ma palle pour Halloween et pour l'automne, j'avais vu un commentaire qui me disait que c'était une métaphore et qu'il n'y avait pas du tout d'histoire de vampire. Et c'est vrai que ça c'est un petit peu mon gros problème, c'est-à-dire que je ne lis aucun des résumés et que l'auteur je le connais pas non plus spécialement. J'ai juste lu La Mécanique du cœur que j'avais pas spécialement aimé. Et du coup je sais pas, pour moi c'était une histoire de vampire. Après je m'étais pas du tout renseignée dessus. Quand j'en avais entendu parler j'ai pas du tout retenu de quoi ça parlait donc. Mais j'ai quand même voulu le lire et je l'ai quand même gardé dans ma palle du coup pour Halloween. C'est une autobiographie contemporaine. J'avais pas du tout aimé La Mécanique du cœur comme j'ai dit juste avant parce que j'avais pas du tout accroché en fait avec le style vraiment très poétique de l'auteur. La Mécanique du cœur ça avait pas pris pour moi. Du coup je sais pas trop à quoi m'attendre avec celui-là. Et finalement j'ai été super surprise parce que je l'ai lu vraiment, bon après c'est écrit très gros dedans. C'est écrit très gros, ça se lit très rapidement, les chapitres ils s'enchaînent. Franchement j'avais juste envie de connaître la fin. J'avais envie de savoir s'il allait s'en sortir. On est directement plongé dans son histoire, sur l'histoire du coup de Mathias qui est malade, qui a une maladie vraiment pourrie de chez pourrie. Alors je connais plus du tout le terme de la maladie. Après comme d'habitude si jamais vous voulez, après ce bouquin on en a entendu parler beaucoup hein. Mais si jamais vous connaissez pas, de toute façon pour tous les bouquins je vous laisse les noms et les auteurs, comme ça si vous voulez savoir un résumé un petit peu plus en détail que ce que je raconte, libre à vous d'aller voir par vous-même.
parce que je suis très nulle pour faire des résumés, mais du coup on va le suivre et en fait on découvre sa maladie et en fait quand on va lire, on commence à lire son histoire. Moi personnellement j'ai vraiment eu envie de savoir s'il allait s'en sortir ou pas, et tous les rebondissements qu'il peut y avoir, ouais j'ai été, je vais pas dire que j'ai été émue, mais par contre ouais je suis allée de rebondissement en rebondissement et j'ai été surprise au fil des pages. Et d'apprécier en plus la plume, il y a quand même toujours le côté très poétique de l'auteur, mais ça m'a pas du tout dérangé parce que là c'est pas du tout en fait une histoire qui n'existe pas. C'est une belle leçon de vie par rapport à la maladie, par rapport à voilà, comment relativiser. Et voilà, ça avait rien à voir avec une histoire de vampire, hein, on est d'accord, c'est juste qu'il est blanc comme un cul et qu'on dirait un vampire. Si je m'étais plongée dans ce bouquin sans savoir que du coup c'était une métaphore, je me serais dit mais il est où le vampire en fait. Donc là moi j'étais prévenue, mais j'ai quand même voulu le lire et je regrette absolument pas du coup de l'avoir acheté et de l'avoir lu. J'ai enfin terminé la trilogie des enfants particuliers, il est énorme ce bouquin. J'ai lu La Bibliothèque des âmes, donc le troisième et dernier tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Briggs aux éditions Bayard. Rien que l'objet livre en fait, avec toutes les photos qu'il peut y avoir dedans, la manière en fait dont il est édité et tout, je le trouve, moi c'est un coup de cœur rien qu'au niveau de l'objet. J'ai beaucoup plus accroché avec le bouquin qu'avec le film et du coup j'avais lu le deuxième tome où j'avais été contente de ma lecture mais sans plus, contrairement au coup de cœur que j'avais eu du coup avec le premier tome. Et en fait clairement celui-là ça rattrape tout en fait. Donc c'est une histoire fantastique. Après j'ai vu qu'il y avait un quatrième tome sur Livre Addict. Mais bon, vu que c'était écrit en anglais, j'ai même pas pris la peine de lire, alors que bon, je comprends très bien l'anglais, j'aurais pu le faire l'effort, mais sur le moment, j'avais pas envie. J'ai eu du mal à me replonger dedans parce que du coup, le tome 2, en fait, je me rappelais vaguement ce qui s'était passé. Je sais pas que je m'en rappelais pas ou quoi, mais franchement, j'avais pas beaucoup de souvenirs du tome 2, contrairement au tome 1, en fait. C'est tellement barré au niveau de l'imaginaire. J'ai trouvé la fin émouvante. Et franchement qui concluait très bien cette trilogie entre du coup les personnages. Donc je vais pas du tout vous faire un résumé du tome 3 étant donné que voilà, ça se dit tout seul, c'est un tome 3. Tout le monde a entendu parler de Miss Peregrine et les enfants en particulier, si c'est pas le livre c'est au moins le film ou les deux. Franchement dans ce bouquin on continue à suivre du coup les histoires de Jacob et de Emma. Et Jacob va de surprise en surprise et franchement ouais, par moments j'ai eu peur pour eux. Par moments j'ai vraiment eu peur pour eux et je m'attendais vraiment à ce que ça se termine mal. Et en fait, comment ça s'est terminé, moi j'ai trouvé ça parfait. Franchement, je peux pas vous dire si ça s'est bien fini, mal fini, tout ça. Moi j'ai trouvé que vraiment ça mettait un point final à cette histoire et j'ai trouvé ça impeccable. Après, par rapport au personnage principal, donc celui de Jacob, qui est le petit garçon du coup qui se découvre des talents particuliers, j'ai jamais été trop attachée à lui en fait, que ce soit dans les 3 tomes. J'ai jamais eu beaucoup d'attachement pour ce personnage-là. Par contre, c'est vraiment tout l'univers du livre, donc tous les personnages mélangés. Je me suis attachée à tout cet univers en fait. Ouais, c'est pas spécialement le personnage de Jacob, même lui souvent il m'a saoulée. Mais ouais, c'est tous les autres. C'est tout l'univers en fait que j'ai adoré. J'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal d'actions, il se passait quand même pas mal de choses. Il y a aussi beaucoup d'incertitudes et ça c'est vraiment le truc en fait qui m'a fait douter du début à la fin du bouquin. J'ai quand même beaucoup apprécié ma lecture et bon si un jour il y a un tome 4, je sais même pas si je le lirai. On verra, ça je sais, s'il faut là je suis en train de dire une connerie énorme. Mais voilà. Ensuite j'ai lu le deuxième tome de Half-Bad donc qui s'appelle Nuit Rouge de Sally Green aux éditions Milan. J'ai lu le premier tome. Alors il est abîmé parce que pendant que j'étais en train de le lire, en fait, il y a les 5 premières pages qui se sont décrochées tout simplement, donc je les ai rescotchées. Voilà, après, bon, mais ça arrive, des fois ça se décroche. J'ai lu le premier tome, je crois que c'était il y a 2 ans minimum. Si c'était pas 2, c'est 3, mais je pense que c'était il y a 2 ans. Donc là, on va suivre l'histoire de Nathan par rapport au premier tome. C'est une société en fait où les sorciers ne sont mélangés, plus ou moins, avec les Béjaunes, donc c'est un peu les Moldus, version Harry Potter. Voilà, les Béjaunes sont les personnes qui ne possèdent aucun pouvoir et qui ne sont pas du tout au courant de la société vampirique, de sorciers. Et au niveau des sorciers, il va y avoir les sorciers blancs et les sorciers noirs. Donc chaque sorcier est soit l'un, soit l'autre. Les sorciers blancs, forcément, on est d'accord, c'est les sorciers gentils, les sorciers noirs. J'ai dit blanc tout à l'heure, je sais plus. Bref, vous avez compris. La couleur, voilà, blanc égale bon et noir égale sorcier mauvais, sorcier des ténèbres, machin, tout ce qu'on veut. Et en fait, le problème avec Nathan, c'est que lui, c'est un semi-code. C'est-à-dire qu'il est moitié blanc, moitié noir. Et son père n'est autre que le plus grand sorcier noir encore en vie dans ce monde.
Et en fait du coup dans le premier tome on va suivre un petit peu cette quête qu'il a de son père. Quand ils ont 16 ans, les sorciers ont droit à une cérémonie en fait où un de leurs parents leur donne 3 cadeaux et à partir de là en fait eux ils reçoivent leur don. Il y a leur don qui peut commencer à s'exprimer. Donc par exemple Nathan, tout au long de ce deuxième tome on va essayer de découvrir son don. Ça peut être, je sais pas moi, d'être invisible, ça peut être d'être doux avec les potions, ça peut être de lire dans les pensées. Enfin voilà, c'est tous les... Ils ont un pouvoir qui se révèle du coup à leur 16e anniversaire après cette cérémonie du coup du don, je crois qu'elle s'appelle ou un truc comme ça. Et voilà pour le résumé, à peu près. Le premier tome, je l'avais trouvé très long. J'avais aimé l'histoire de fond, mais je l'avais trouvé très très long. Tandis que celui-là, en fait, j'ai adoré. J'ai adoré ce bouquin. J'ai mis du temps à le lire quand même. Alors que bon, c'est écrit gros et qu'il y a beaucoup de chapitres. Ça, j'adore les bouquins quand il y a beaucoup de chapitres parce que du coup, t'as l'impression de les lire encore plus vite. J'ai passé un hyper bon moment de lecture du coup avec Nathan. Je sais qu'il y a un 3e tome qui est sorti et franchement... Je vais pas dire, je me rappelle, c'était une de mes premières vidéos où j'avais dit que il fallait que je me trouve le tome 2 et que je le lise de suite. Voilà, j'ai mis plus de 2 ans à lire le tome 2. Donc là, je vais rien dire, mais je sais que franchement, j'aimerais un jour trouver le tome 3 pour pouvoir finir. Je crois qu'il n'y en a que 3. Je suis absolument pas sûre de moi. Bon, s'il y en a 4, ben, vous transformez ma phrase en 4. Mais j'ai vraiment hâte de pouvoir... Ça sera pas de suite, ça sera, j'aimerais bien peut-être pour l'automne prochain, pour Halloween prochain en fait. J'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé le personnage de Nathan. Le tome 1 je l'avais apprécié, le tome 2 je l'ai apprécié encore plus, donc ouais, j'ai envie de connaître la suite quand même. Ça c'est le dernier bouquin que j'ai terminé, par rapport à tout cela, ouais c'est le plus récent. J'ai lu Blood Magic de Tessa Gratton, alors Gratton, je sais pas comment on dit, aux éditions du coup La Martinière Jeunesse. Et donc il y a juste marqué Le sang ne ment jamais. Alors c'est un premier tome. Je sais que je l'avais trouvé du coup chez Emmaüs je crois. C'est une histoire de sorcellerie. Alors là voilà, c'est une lecture très très sorcier, vampire et tout ça. Donc on va suivre l'histoire de Scylla qui découvre en fait que son père est un puissant sorcier. Et en fait c'est de la sorcellerie liée au sang. On lui a légué un livre de sortilèges et en fait... avec son frère, bon, après lui avoir prouvé qu'elle peut ressusciter des choses grâce à son sang et tout ça, il s'entraîne du coup pour d'autres sortilèges et tout ça. Et elle rencontre Nick qui est un personnage un petit peu étrange dans le sens où il cache qu'il connaît déjà lui ce monde de sorcellerie, je vais réussir à parler. Il cache ça à Scylla, donc bon, quand elle l'apprend elle n'est pas spécialement contente, hein, on est d'accord. Après il y a toute une histoire de possession et de sang et de tout ça, et de sortilèges et de remèdes et de trucs immortels. Donc je vais pas en dire plus parce que il n'y a pas besoin. C'est un livre quand même qui est bon, il paraît un peu gros mais bon après il y a quoi, il y a 400 pages, il y a 450 pages, c'est écrit quand même assez gros à l'intérieur, je l'ai lu quand même très très rapidement. J'ai bien aimé l'ambiance, c'est vrai que tout ce qui est vampire, loup-garou, toutes ces créatures surnaturelles un petit peu là, j'ai beaucoup lu sur ça. Par contre c'est vrai que les histoires de sorcellerie, à part Harry Potter, clairement j'en ai pas lu des masses. Vraiment les histoires de sorciers, de sorcières, j'en ai vraiment pas lu beaucoup. J'ai beaucoup aimé celui-là, j'ai bien aimé comment ça se terminait, donc je suis même pas sûre en fait de vouloir lire le tome 2. Si je tombe dessus, bien sûr que oui, et que je reconnais du coup le nom de l'auteur et que je me dis ah ben c'est le tome 2 par rapport à celui que j'ai lu, je le prendrai, je le lirai sans problème. Mais après voilà, je vais pas le chercher pour pouvoir connaître la suite. Je trouve que le premier tome en fait il se suffit à lui-même. Et voilà, même si j'en reste là, je suis quand même très très contente de ma lecture. Avant-dernier livre, donc celui-là c'est celui qui ne faisait pas du tout partie de ma palle de l'automne. Il s'agit de Quelques minutes après minuit de Patrick Ness, aux éditions, c'est chez qui? C'est chez Gallimard Jeunesse. Alors ce bouquin, je l'avais trouvé d'occasion, on le voyait partout parce qu'il y a le film qui sortait et tout, donc clairement le fait de le trouver d'occasion alors que normalement il est à 25 €, je sais que je l'avais payé une dizaine d'euros. Donc j'étais repartie avec, j'avais même pas réfléchi en fait. Je savais même pas de quoi ça parlait, mais je me disais bon ben on entend parler partout, il est pas cher, je le prends et il est beau. Parce que du coup c'est illustré par Jim Kay. Franchement c'est trop joli je trouve, enfin, c'est trop... Par rapport à l'histoire, les illustrations elles collent tellement bien, elles collent vraiment hyper bien. Donc là on va suivre l'histoire de Connor, qui est un petit garçon de 13 ans en fait, et qui fait un cauchemar tout le temps. Depuis très longtemps, qui fait tout le temps le même cauchemar, il se réveille tout le temps au même moment, et en fait bon, ben, sa mère est très malade, sa mère est atteinte d'un cancer. C'est un roman vraiment poignant, c'est vraiment hyper poignant parce qu'en plus de ça, ça touche du coup la maladie par rapport au cancer de sa mère, mais ça touche du coup le deuil
par rapport à Connor, qui est juste un enfant de 13 ans. Donc l'histoire est vraiment racontée par les yeux d'un enfant. Donc pour moi je trouve ça toujours plus poignant quand c'est raconté par un enfant, parce que même si les termes sont simples, ben, ils sont tellement vrais et tellement touchants que ben, c'est poignant, quoi. Je peux pas dire ça autrement. C'est un roman qui secoue pas mal, parce que c'est beaucoup d'émotions. C'est de la haine par rapport à ses camarades de classe qui s'en prennent à lui et qui le tabassent gratuitement. C'est de la tristesse par rapport à sa mère du coup qui est lucide, qui est malade tout simplement. Et c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée. Et en fait dans ce bouquin, on a l'histoire du coup qui fait un peu plus de la moitié du bouquin. Et ensuite on va vraiment avoir des témoignages. Alors j'ai pas tout lu jusqu'à la fin. J'ai lu vraiment, j'ai peut-être que les 15 dernières pages je les ai complètement zappées. Parce que du coup en fait ça nous explique comment ce roman est né. Parce qu'en fait à la base ce n'est pas du tout Patrick Ness qui a eu l'idée de cette histoire. C'est Siobhan Downe qui a dressé les idées de ce roman en fait. Cet auteur du coup Siobhan Downe est décédé prématurément d'un cancer. Et du coup en fait c'est Patrick Ness, donc l'éditrice en fait de l'auteur de base, a décidé du coup de faire quand même écrire ce livre. Elle a choisi du coup Patrick Ness pour qu'il reprenne l'histoire et pas qu'il écrive à la place de Siobhan Downe, mais c'est vraiment qu'il reprenne l'idée et qu'il l'écrive lui de sa façon, comme il a envie de l'écrire en fait. J'ai ma batterie qui m'a lâché, donc clairement je l'ai mis au livre là-bas. J'ai lu du coup en dernier non, je l'ai peut-être terminé il y a 3 semaines ou quelque chose comme ça. J'ai lu Initié de Laetitia Danaé aux éditions Snag, donc c'est le premier tome d'une... je sais pas du tout combien de tomes, je crois que c'est peut-être 3. Bref. Il y a le tome 2 qui est en cours enfin voilà, qui va pas tarder à sortir. Donc c'est une saga qui s'appelle Lune pourpre. Franchement, voilà, le seul mot que j'ai envie de dire c'est que je veux la suite. Enfin le seul mot, la seule phrase, je veux la suite. Voilà, c'est une histoire fantasy. On va suivre du coup l'histoire de Lily qui va se faire renommer. Lily, c'est une jeune fille de 10 ans qui a des pouvoirs particuliers. Enfin oui, forcément, si c'est des pouvoirs, c'est particulier. Bref, qui a des pouvoirs et qui n'a pas le droit de les utiliser parce que dans la société où elle vit avec son père, donc dans le village qui fait partie de la communauté d'Ibendril, il faut surtout pas que ça se sache, que Lily a des pouvoirs, elle est capable en fait de ramener à la vie, de soigner, enfin j'ai pas trop envie d'en dire plus parce que par la suite en fait le père de Lily va l'envoyer du coup dans un nouveau clan, donc c'est les Abel. Ce bouquin franchement c'est un gros coup de cœur. C'est un pavé, c'est-à-dire qu'il fait plus de 500 pages. Il fait 506 pages, 7. C'est écrit quand même relativement petit, parce que c'est quand même condensé à l'intérieur. Mais franchement, j'avais juste pas envie de lâcher le bouquin et j'avais envie de continuer à savoir ce qui allait se passer. Parce que à partir du moment en fait où la jeune Lily quitte son père du coup pour suivre un Abel qui est venu la récupérer du coup pour qu'elle vienne vivre chez eux, il se passe des choses, mais il se passe tout le temps quelque chose. Et c'est un monde en fait où j'ai beaucoup de mal, enfin, ça m'arrive avec certains bouquins d'avoir du mal à rentrer dans l'histoire, à rentrer dans le délire en fait du monde dans lequel ils sont. Mais franchement là je suis rentrée, mais alors crème dedans. Et j'avais juste pas envie de lâcher cet univers. J'ai vu passer l'info comme quoi le 2e tome sortirait en février 2019. Donc en février 2019, j'achète le tome 2 et je lis la suite parce que c'était trop bien. Je vais m'arrêter ici, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, ce week-end, c'est le week-end d'Amil. Donc si j'arrive à le faire, la semaine prochaine, vous avez la vidéo du week-end d'Amil. Si je peux pas le faire parce que je suis occupée et que je peux pas lire, ben vous l'aurez pas. Bref, ça sera la surprise la semaine prochaine. On se retrouve très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.